Monsieur Larive. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur Schramek. Dernièrement, une proposition de loi organique et une proposition de loi ordinaire controversée contre la manipulation de l'information en période électorale ont été adoptées en première lecture à l'Assemblée nationale. Une partie des dispositifs étend les pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière d'autorisation de diffusion de chaînes télévisuelles. Nous savons toutes et tous que le texte vise, sans la nommer, la chaîne RT. La chaîne russe qui avait suscité la polémique lors de son arrivée en France et avait été vivement critiquée par le président Emmanuel Macron. Si le Sénat confirme le vote de la majorité présidentielle, alors vous pourrez aller jusqu'à suspendre la diffusion d'une chaîne étrangère en période électorale. Vous pourrez même résilier sa convention sur certaines conditions. Nous nous sommes opposés à cette extension de vos pouvoirs que nous apparentons à une atteinte directe à la liberté d'expression. Le pouvoir exécutif vous attribue un pouvoir qui ne devrait pas être de votre ressort. Je vous rappelle qu'à ce jour, la concentration médiatique pose toujours question, mais que le gouvernement semble avoir privilégié un bras de fer entre États. Est-il normal dans une démocratie de vouloir museler des contre-pouvoirs en labellisant certains médias et en interdisant d'autres ? Monsieur Schramek, à la lecture de votre rapport 2017, les prérogatives du CSA me semblent déjà suffisamment étendues. Ne trouvez-vous pas illégitime que l'on dote le président du CSA d'un quasi-pouvoir diplomatique qui ne lui incombe pas? Merci. Merci, Monsieur Larive. Donc, la question me paraît être la suivante. Nous devons établir de nouveaux équilibres de la régulation avec des acteurs numériques dont les caractéristiques, l'assise, les modes de financement, la diversification des activités entre les genres et les zones géographiques sont complètement différentes de celles qu'on appelle parfois les opérateurs historiques français que vous connaissez bien. Je pense que nous avons des moyens d'exercer une influence sur ces nouveaux interlocuteurs parce que eux-mêmes souhaitent s'insérer mieux dans ce que j'appellerais le tissu socio-culturel français. Une indication, par exemple, a été l'initiative qu'ils ont prise d'eux-mêmes de commander des productions à des grandes sociétés françaises tout en affirmant qu'elles ne s'y trouvaient nullement obligées. Un autre signe, c'est que, alors que ces partenaires refusaient en réalité d'ouvrir un véritable débat, à part un accord qui n'a touché que la presse et Google, vous vous en souvenez sans doute, aujourd'hui, elles ne refusent pas le principe du dialogue et discutent des modalités. Et pour dire les choses très clairement, bien entendu, dès mon arrivée en fonction, je m'étais préoccupé de prendre des contacts avec elles. Elles l'avaient accepté, mais à la condition que je n'en parle pas. Ce qui montre bien à quel point les relations étaient dénuées de confiance, en réalité, à ce moment-là. Aujourd'hui, que nous sommes passés au cadre européen, qu'un certain nombre de personnalités, je pense notamment à M. Ansip, qui a exercé les fonctions de vice-président, comme vous le savez, de la Commission, ont pris position très clairement pour marquer auprès de ces entreprises que la situation ne pouvait perdurer. Leur réalisme les poussera sans doute à consentir des concessions. Alors je n'aime pas l'expression gagnant-gagnant, mais en revanche, je pense qu'il peut y avoir des avantages croisés. Et que s'ils consentent à certaines concessions en ce qui concerne non seulement l'exposition des programmes, problème difficile en ce qui concerne les services à distance, mais aussi, au-delà de ces formes particulières, des efforts en matière de contribution. S'ils acceptent de discuter de manière moins fermée des problèmes de la chronologie des médias qu'aujourd'hui, eh bien,
nous disposons d'un certain nombre de moyens incitatifs, ce n'est pas tant le CSA que le CNC, qui est susceptible de consentir un certain nombre d'avantages et de favoriser un certain nombre de contacts. J'ai pour ma part, alors que je vous l'ai dit, je souhaite des rapports aussi étroits que possible entre les différents régulateurs indépendants, toujours beaucoup souhaité que le CNC et le CSA travaillent de façon encore plus étroite aujourd'hui qu'hier, car leur rôle est complémentaire. L'un bénéficie de ressources importantes et sa politique consiste à les distribuer de façon sélective et positive. Et quant à nous, nous ne manions que l'arme de la persuasion et celle de la réglementation. Donc je pense qu'au-delà de l'établissement de relations personnelles, nous avons là une plus grande ouverture de la part de nos interlocuteurs. Et puis, un deuxième élément sur lequel je voudrais insister, la création de l'ERGA, ce n'est pas seulement un moyen de renforcer les pouvoirs d'expertise de la Commission. C'est un moyen d'encourager la coopération entre les régulateurs. Et face aux régulateurs, lorsque ceux-ci sont groupés, il existe dans la directive en cours de révision un chapitre 32 qui prévoit un regroupement des régulateurs. S'ils se trouvent face à 28 régulateurs, 27 dans un avenir proche peut-être, les choses seront totalement différentes. C'est exactement l'extension de l'impression que j'avais eue dès le début de mes fonctions, lorsque j'étais allé, comme il convenait, à Bruxelles rencontrer les commissaires, que le CSA, pour eux, n'était pas un interlocuteur à leur mesure. Le cadre était différent. Et que je ne pouvais engager un débat avec eux que si je me présentais comme président d'une union des régulateurs de l'Union européenne. C'est un peu la même logique. Alors, elle n'offre pas une garantie, et là je vous réponds à tous trois, mais elle offre une ouverture, et je crois qu'il faut absolument l'explorer.